Évidemment, notre inconscient ne dort que d'un œil. Je me demande même si notre inconscient dort. Parce que si vous prenez un peu la cartographie de la conscience et de l'inconscient telle que ça fonctionne, nous avons ici comme l'impression d'être là dans une sorte de, si vous voulez, d'antichambre. D'antichambre. Alors, là, vous êtes ici au salon, mais au salon, vous avez là le surmoi qui veille. Quand vous entrez à l'intérieur, vous retrouverez le moi qui vous attend ici. Alors, dans l'antichambre, c'est là où se joue la nuit noire de l'inconscient. Il faudrait que tout ce qui entre dans la réalité du sujet passe par le surmoi, qui a tendance, évidemment, à enregistrer. Le surmoi, quand Freud énumère ces topics, il commence par le préconscient. Pourquoi le préconscient? Parce que lorsque nous avons été enfants, les premières valeurs que nous avons reçues étaient des valeurs de l'éducation. C'est les valeurs morales de la société que nous avons enregistrées. C'est pourquoi nous avons tous déjà en phase, en état de préétabli, les valeurs morales de la société. Quand je parlais tout à l'heure de conscience morale, c'est parce que la société a bien su tirer profit, évidemment, de l'état que George Berkeley appelle notre esprit encore tendre. Et quand l'esprit est tendre, la société en profite pour dire à l'enfant, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Même l'enfant, lorsqu'il fait pipi au lit, hop, on le corrige. Pour inculquer la notion de valeur, ça ne se fait pas. Mais lorsque le sujet d'or se repose, le moi, il est un moi sans censeur. Heureusement que notre censeur vient de partir. Il veille au respect scrupuleux de tout ce qui entre déjà dans la maison. C'est-à-dire tout ce qui est à faire, il faut que ça soit conforme aux exigences du surmoi qui veille sur les valeurs. Le surmoi est exigeant. Maintenant, le moi, il passe toute la journée à veiller. Depuis que je me suis réveillé, jusque-là que je travaille, mon moi est toujours en train de veiller et de contrôler mes moindres faits et gestes. C'est vrai que de temps à autre, il est un peu dispersé, un peu distrait. Mais tout de même, il veille parce que le ça, si vous voulez, ou l'inconscient, est encore là parfois à perturber le fonctionnement. Mais la nuit, le moi étant tellement fatigué à censurer, à veiller, à contrôler, pour que rien ne s'échappe de moi qui ne soit sous son contrôle, et la nuit, le moi va dormir. Et le surmoi qui veille sur les exigences, les recommandations de la société, lui, comme il est censé veiller tout ce qui entre, c'est comme un gardien qui surveille une maison, il n'a pas droit à l'erreur, il ne doit pas dormir. C'est là où il faut dire que c'est le surmoi qui dort d'un seul œil. Et je dis, la métaphore est assez saisissante avec le gardien qui veille à la sécurité des biens et des personnes. La nuit, un gardien et un gardien modèle ne doit pas dormir. Mais nous tous, nous savons dans la réalité, il y a des gardiens parfois, ils peuvent être amenés à somnoler. Et à somnoler, laissez-moi terminer ici, pour éviter que les bandits, les voleurs ne puissent entrer dans le magasin ou dans la maison. Mais qu'en réalité, les bandits, les voleurs, arrivent toujours à entrer. Parce que le ça qui a vu tous ses désirs, ses pulsions, tous ont été rejetés parce que n'étant pas conformes, va devoir emprunter ce que Freud lui-même appelle des conduites de substitution pour essayer de dissimuler ses désirs et les faire passer. Voilà pourquoi dans le sommeil, pendant nos moments de rêve, il nous arrive de rêver, de faire des actes qu'on n'aurait dû jamais faire en plein jour. Et que le ça fait bien exprès d'utiliser des images que le surmoi ne peut pas suspecter. Mais quand vous utilisez des images trop, j'allais dire, visibles, mais il est bien possible qu'un voleur qui fait trop de bruit va réveiller évidemment l'agent. C'est pourquoi le ça va utiliser des images un peu neutres. C'est ça le symbolisme du rêve. Mais lorsque vous avez un couteau prêt à tuer votre frère, votre soeur ou votre père, là c'est trop flagrant, vous vous réveillez en plein sommeil. Lorsque vous voulez vous accoupler avec votre propre soeur, votre propre père ou mère, vous imaginez le danger que ça représente. C'est comme si vous auriez pu faire un grand bruit et que subitement le surmoi se réveille. Le moi est averti, le moi se réveille et le sujet en plein sommeil est là, toute bouche bée parce qu'il était sur le point de commettre une bêtise. Voilà un peu ce qui se joue dans l'idée selon laquelle le moi ne dort que d'un seul œil. En réalité, c'est dans le fonctionnement global que le surmoi qui assure la sécurité de tout ce qui entre dans la maison a tendance évidemment à dormir d'un seul œil. Professeur, une préoccupation des élèves, ils m'ont demandé de vous interroger sur ça. Ils m'ont demandé quand même de vous suggérer de revenir sur les théories comme le refoulement, puisqu'on parle de Freud, la sublimation, le refoulement, qui semble, le transfert quelque part, qui semblent être des concepts Très bien, je vois, c'est des passages extrêmement riches, extrêmement aussi importants, j'ai envie de dire, parce que vous savez, tout ce qui se joue dans notre vie et dans notre existence est extrêmement complexe. Et que par conséquent,
nous ne pouvons pas de toute façon occulter ces éléments-là parce que je dis souvent aux élèves qu'au-delà des exigences relatives à la vérification de vos compétences à l'examen, mais il faut considérer que le programme de philosophie a d'autres impératifs, d'autres exigences qui contribuent à la formation des âmes et des esprits pour que demain vous puissiez avoir cette autonomie qu'il vous faut pour pouvoir contrôler votre propre vie. Vous savez, dans les rapports entre conscience et inconscient, il y a ce qu'on peut appeler ici très souvent des interactions. Il y a des interactions qui se jouent entre la conscience et l'inconscient. Quand je viens de parler ici de ces trois éléments, si vous voulez, le ça, le moi et le sur-moi. Vous avez ici chaque instance à ces éléments. Là, vous avez dans la première topic de Freud la théorie de l'inconscient. Là, vous avez la théorie de la conscience. Et là, vous avez la théorie du préconscient. Préconscient. Il y en a qui l'appellent le subconscient, préconscient. Alors, si vous restez à ce stade-là, qu'est-ce qui se passe? Tout se joue dans le grand jeu des interactions que les philosophes du sujet appellent le jeu pensant. Jeu pensant que Freud va récuser comme si le sujet est un seul être. Lorsque je parle, on a l'impression que M. Kandji est un être univoque, mais au-delà de la dualité entre corps et âme, je viens de dire, la plupart des philosophes du sujet tels que Descartes considéraient que c'est le corps qui a la dimension inconsciente, l'âme a la dimension consciente. Alors que chez Freud, les choses ne se jouent pas comme ça. M. Kandji parle, mais au plus profond de lui-même, se jouent ici des relations en lui. En Wolof, très souvent, on utilise abusivement l'expression « xel ñaar ». Oui, c'est pas tellement mal. C'est lorsque je suis un peu éparpillé, partagé par un dilemme où un esprit me dit fais ceci, l'autre me dit non, ça c'est pas bon, si papa est au courant, si maman, si autre. L'autre dit ah non, profites-en, papa ne sera au courant de rien. Mais même si vous vous mettez dans cette posture, xel ñaar, mais en dernière instance, il faut prendre une décision. Le ça, lui, ne gère que ses désirs. Lui, il se fiche de ce qui est bien, ce qui est mal. La seule chose qui l'intéresse, c'est ses passions. Et quand vous vous laissez emporter, il va vous donner de bonnes idées. Mais tu le dissimules. Papa ne sera pas au courant. Mais ça ne va pas faire du bruit. Allez, profite de l'occasion. Mais le surmoi est toujours en train de te dire, même si papa ne sera pas au courant, mais pense à toi-même. Parce que tu es un adulte, tu es responsable, tu dois avoir honte de vous-même. Vous entendez la valeur de la morale qui parle en moi? Et qui demain, même si je commets l'acte, mais elle aura tendance à me rappeler à l'ordre, Nyak Dom, un grand adulte comme toi, comment tu as osé faire telle ou telle autre chose. Mais je dis, dans ce rapport très conflictuel, entre le ça qui ignore totalement tout ce que l'on appelle valeur, et le surmoi qui est extrêmement exigeant avec lui-même et avec les valeurs, vous avez deux extrémités. Et le moi doit gérer les rapports, peser la balance, le pour et le contre. Et si maintenant le surmoi l'emporte sur le ça, le moi aura tendance à refouler le désir du ça. Pourquoi refouler? Parce que le mot refouler signifie retourner d'où ça vient. Le désir n'étant pas conforme aux exigences de la société, le moi dit au ça, je suis désolé, je ne pourrai pas le faire. Mais je dis refouler ne veut pas dire évacuer, apurer, faire sortir. Refouler veut dire retourner d'où ça vient. Étant donné que nous sommes des sujets, et naturellement nous somnolent ce qu'on appelle des instincts dans la nature de culture, l'instinct de vie et de survie, l'instinct grégaire et l'instinct sexuel ou de reproduction. Les désirs sexuels sont des désirs naturels chez tout être. Vous avez beau les refouler, chasser le naturel, il revient toujours au galop. C'est pourquoi les désirs persistent. Et comme ça persiste, le ça a tendance à entrer dans un processus qu'on appelle la résistance. Le ça ne va pas se laisser abattre. Pourquoi? Parce que la maison n'appartient pas au moi qui décide de ce que bon lui semble. Et le ça va lui dire, cette maison ne t'appartient pas. Moi aussi j'ai des droits, j'ai le devoir et le droit même de satisfaire mes désirs. C'est pourquoi le ça va emprunter évidemment ce que j'ai appelé tout à l'heure les conduites. Vous voyez le verbe substitution. Substituer, c'est remplacer. C'est des voies alternatives. Qui fait que le ça, étant donné que le surmoi et le moi, comme qui dirait, on fait complot pour lui empêcher de réaliser ses desseins, il va utiliser des conduites. Maintenant, parmi les conduites, on en a une pluralité. Mais on peut retenir au moins 3 ou 4 dans ces conduites. Il y a ce qu'on appelle le rêve,
c'est un exemple de conduite. Il y a ce qu'on appelle les actes manqués. C'est un exemple de conduite. Il y a également ce qu'on appelle un peu le transfert. Le transfert, c'est un exemple également de conduite. Au moins, à travers le rêve, le ça va en profiter. Pendant que le moi est en train de dormir et que le surmoi dort d'un seul œil, le ça va en profiter pour emprunter d'autres voies. Faire des rapports sexuels avec sa propre sœur est interdit, c'est de l'inceste, mais le ça peut emprunter cette image la nuit en substituant la tête de la sœur à une autre sœur qui m'est différente et en profiter pour véritablement satisfaire son désir. Voilà pourquoi il arrive très souvent, et chez les garçons, je les taquine souvent, de faire la nuit des rêves, qu'on appelle des rêves mouillés. Vous rêvez, vous vous réveillez le matin, vous voyez que votre pantalon est complètement mouillé. Mais mouillé, cette fois-ci, le désir est réellement satisfait. Maintenant, le transfert, c'est d'autres conduites, quelque part, du point de vue moral, qui peut poser des problèmes. C'est quoi le transfert? Vous pouvez transférer la satisfaction d'un désir à travers des objets. Des objets sexuels, tels que le vibromasseur, si vous voulez, il y en a qui l'utilisent, vibromasseur, ou bien vous pouvez utiliser et recourir à ce qu'on appelle la masturbation. Il y en a qui se masturbent parce que le désir étant têtu et que le moi ne veut pas que ça soit satisfait, le sujet la nuit, quand il est seul avec lui-même dans son lit, mais il a tendance à se masser soi-même, jusqu'à être complètement chez Ardo. Et ça arrive très souvent. Ensuite, vous avez le vibromasseur. Il y en a qui l'utilisent. C'est des appareils qu'on utilise qui ont tendance à vous faire de petites décharges pulsionnelles, pour ne pas dire des décharges électriques, et qui peuvent vous aider véritablement à vous décharger de certaines pulsions. Vous avez ici les actes manqués. Dans le lot des actes manqués, c'est vrai, vous avez tout ce qui se joue dans ce qu'on peut appeler les lapsus. Lapsus. Lorsque je viens à l'école très fatigué, ou que je viens à l'école avec énormément de problèmes que j'ai laissés à la maison, ou que je viens à l'école alors que je viens juste d'avoir un problème avec mes administrateurs ou autres, mais il est possible que je travaille dans des conditions à la limite un peu draconiennes, parce qu'il y a la pression derrière moi. Et cette pression, très souvent, me pousse à verser dans ce qu'on appelle des lapsus linguae, des lapsus calamis, parce que parfois vous parlez, au lieu de dire le verbe, vous dites la verbe. Parfois, au lieu de dire l'élève, vous dites maman. Au lieu de dire cher, vous dites chérie. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il a la nostalgie de sa chérie. Parce que les petits mots qui échappent de notre vocabulaire sont loin d'être gratuits. Sont loin d'être gratuits. Souvent, on le fait parce que c'est notre inconscient qui nous trahit, puisque le moi refuse de satisfaire ses pulsions. L'inconscient a tendance à lui dire, tu ne veux pas satisfaire mes pulsions, je ne te laisserai pas travailler correctement. Je vais te perturber jusqu'à ce que tu te rendes compte que je fais partie de la maison. Et voilà pourquoi quand je rentre chez moi, je fais ma propre psychanalyse, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit j'aurai intérêt à revenir vers le ça, satisfaire ses désirs, et à chaque fois que je le fais, je reviens le lendemain en pleine forme. Et on voit très souvent dans ce que Nietzsche appelle la notion d'énergie négative et d'énergie positive. Quand tu es sous le joug de ces désirs, vous êtes comme qui dirait abattu par une énergie négative. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous êtes tellement fatigué, paresseux, moindre geste, tu commences à s'essouffler. Mais quand l'énergie a été bien satisfaite, Nietzsche dit, vous venez de vous débarrasser de cette énergie négative et vous retrouvez l'énergie positive. L'énergie positive, quand tu l'as, dès que tu rentres en bonjour, bonjour, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Aujourd'hui, on va faire un excellent cours de philosophie. Alors qu'en réalité, peut-être qu'il a bien réglé ses petits problèmes derrière et ça lui permet de revenir dans la sublimation dans tout ça. La sublimation, très bien. J'allais l'évoquer ici. Vous avez la sublimation. Là maintenant, quand vous prenez le transfert, peut-être que le recours au vibromasseur, ou bien le recours à ce qu'on appelle les phallus artificiels. Vibromasseur, parfois les hommes peuvent l'utiliser, mais les phallus, en général, c'est très souvent les filles. Et dans le milieu de la prostitution, il y a beaucoup de putes qui l'utilisent parce que c'est souvent des appareils on les appelle sur le marché les sex toys, que les filles utilisent pour se satisfaire elles-mêmes. Mais la masturbation, c'est par rapport au corps lui-même, il n'y a pas de recours à un appareil. Mais la sublimation, cette fois-ci, là où moralement vous pouvez être un peu affecté, mais là, au moins, la société apporte sa partition. Parce qu'elle aussi, elle est consciente et elle sait que ces êtres-là ne sont pas des robots. Les instincts sexuels sont des instincts naturels. Vous avez beau vouloir comprimer, vouloir opprimer l'enfant, vouloir l'empêcher de satisfaire, mais il souffre dans son intimité. Et quand la société comprend ça,
elle trouve elle-même des occasions qui permettent aux individus de s'épanouir, j'ai envie de dire pulsionnellement, passionnellement, pour ne pas dire sexuellement. Et là, c'est des modes de satisfaction des pulsions de façon assez bien pure. Et j'ai envie de parler d'apuration des désirs et des instincts. Et parmi les moyens d'apuration, je mets en tête les études. Ils ont de la chance. Pendant qu'ils sont en année scolaire, ils sont moins sous le joug et la domination des pulsions sexuelles. Parce que pendant la journée, pendant la semaine, il y a tellement de devoirs, tellement d'exercices, tellement de leçons à apprendre, tellement de programmes. L'examen vient à un mois. C'est assez chargé, c'est un programme suffisant pour ne pas véritablement penser à... Et ça peut dompter les pulsions. Très bien. Ça dompte et ça nous permet même d'oublier parfois. Mais quand vous êtes en vacances, vous restez 1 mois, 2 mois sans rien faire, sans avoir aucune pression. Immédiatement, vous allez vous retrouver dans le lot de ces gens-là qui ne pensent qu'à la sexualité. Parce que pensant toute la journée à regarder la télé, Télénova, dès que vous voyez 2 personnes s'embrasser, vous avez vous-même envie de le faire. C'est pourquoi l'activité sociale est une activité sublimatoire. Il est toujours bien que chaque membre de la société puisse avoir une activité. Le sport. Aussi Donc, bien chez les garçons. Le travail est une sublimation. J'allais venir, mais le sport. Très souvent, lorsque vous êtes sous le joug, la domination des pulsions, je parlais tout à l'heure d'énergie négative, qui fait que je suis paresseux, j'oublie vite, j'ai tellement, je suis un peu lassé. Bon, allez faire du sport. Le sport permet, et la sueur évidemment qui coule, permet d'évacuer. Même si ça n'évacue pas tout, au moins ça diminue et ça libère. Quand tu reviens, tu es fatigué, tu retrouves un nouveau souffle. Et le lendemain, tu peux avoir une nouvelle énergie pour travailler positivement. Vous avez ici les activités artistiques. Dans le chapitre esthétique, vous verrez que l'art est une activité sublimatoire, que l'artiste sublime à travers son activité qui lui permet véritablement de libérer des pulsions. Vous avez également l'activité politique. Les hommes politiques aussi, c'est sublime. C'est sublime. Le fait de devoir toujours être là en meeting, en réunion, en conseil des ministres, en tournée nationale, d'avoir un programme, d'avoir à rencontrer les militants, d'avoir ceci ou cela. Il y en a qui en arrivent même à oublier qu'ils ont une femme et des enfants. Ils oublient tout ce qui a trait à la sexualité parce que l'activité elle-même procure tellement de plaisir et de passion pour ceux qui le font, par conviction évidemment, que finalement vous allez en oublier même que vous avez d'autres obligations. Ainsi, vous venez de parler du travail. Quel qu'elle soit, le travail aussi fait partie de ce qui nous permet de nous sublimer. Quand je parle de l'activité politique, quand je parle de l'activité artistique, quand je parle des études, vous êtes également dans le cadre du travail. Ça permet d'évacuer. Vous avez également les loisirs. Ah, de temps en temps, tu sors un peu, ou tu sors en boîte, en excursion, en promenade, avec des amis. Mais ça te permet au moins de te changer les idées, de vider un peu le corps, de vider l'esprit, et ça permet de te ressourcer, de bien te recharger et de revenir en force. C'est pourquoi la société, je dis bien, les filles, vous voyez, même dans la société classique traditionnelle, lorsqu'on organisait un peu les sabbats, les fourrels et autres, mais je dis, c'est des parents même qui cotisaient pour leurs propres enfants. Et qui vont devoir venir sur la piste de danse et qui exercent ce que Abdoulaye Ndiaye appelle les formes de danse érotiques avec son fameux système de Arwatam Mimi Khaj Machi. Et tu vas voir une femme qui va mettre son petit pagne, qui va montrer ses parties sexuelles et intimes, et que tu verras toujours le batteur de tam-tam qui lui aussi comprend les enjeux qui se jouent dans cette activité et qui s'approche de la danseuse et qui dit Arwatam Mimi Khaj Machi, une manière de dire au moment final où tu dois véritablement faire la conclusion, parce que également il faut que tu aies une finition. Lorsque tu t'apprêtes à dire Mbassa Mbassa, et le danseur va te dire mets-le ici, Mimi, Mimi Khaj Machi, Mimi, Mimi Khaj Machi. Voilà pourquoi ici, on voit que les mêmes parents qui comprennent tout ce qui se joue, eux-mêmes travaillent à ce que les enfants puissent s'épanouir. D'accord. Maintenant, c'est pourquoi on dit, professeur, c'est bien. Oui. C'est pourquoi on dit que il faut donc s'occuper. Oui. Pour ne pas être dominé complètement par les passions. Oui. Il faut s'occuper. Et donc, c'est pourquoi on dit que